Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine. Nous poursuivons notre rencontre avec Bruno Hunbeek, psychopédagogue, qui vient de publier aux éditions Odile Jacob pour en finir avec le harcèlement à l'école, au travail et sur le net. Bruno Hunbeek, bonjour. Bonjour. Alors, on a déjà un petit peu compris, bien même compris ce que vous avez dit la fois passée sur ce qu'est le harcèlement. Mais alors, peut-être un peu, est-ce qu'il y a des psychologies de harceleurs, de harcelés ou... Alors, il n'y a pas en tout cas de profil. C'est très clair que ce sont les situations qui vont vous mettre en situation de devenir un harceleur ou de risquer d'être soumis au harcèlement des autres. Donc il n'y a pas des profils types qui font que certaines personnes, alors que dans l'imagerie, on a parfois l'impression que le gamin avec des boutons, un petit peu la jeune fille en surpoids, etc., ne sont pas plus menacés que les autres. On a effectivement des mécanismes qui font que c'est relativement aléatoire, le risque de devenir un harcelé, et on doit très vite l'expliquer aux enfants. Plus tard aussi, parce qu'on en parlera certainement aussi, le harcèlement n'est pas qu'un phénomène scolaire, il se produit aussi dans le milieu professionnel. C'est relativement aléatoire la manière dont ça tombe sur l'un ou sur l'autre en fonction des circonstances qui vont se produire. Il faut pouvoir l'expliquer très vite à l'enfant ou à l'adolescent parce que lui a l'impression, et c'est comme ça que fonctionne un être humain, quand vous avez des secousses émotionnelles très fortes, vous commencez à vous poser des questions. Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai comme caractéristique? Qu'est-ce qui fait que? Ce qu'on appelle un état d'âme. À partir de l'émotion, l'être humain construit des états d'âme et parfois amené à se poser de très mauvaises questions. C'est pour ça que dans le milieu de l'entreprise, les dispositifs qu'on met en place actuellement visent à intervenir dès les premières secousses émotionnelles pour que les personnes qui vivent ces secousses émotionnelles ne soient pas amenées à se poser des mauvaises questions. Si on plonge dans votre décolleté, par exemple, pourriez-vous dire, mais pourquoi, est-ce que c'est pas moi qui m'habille mal? Est-ce que c'est pas moi le problème en réalité? Et donc vous allez changer votre code vestimentaire, vous allez vous poser des questions sur vous-même, c'est ce qu'on appelle les états d'âme, alors que si vous dites, non, décolleté, c'est pas une invitation à plonger, c'est une façon de s'habiller. Si le comportement est vécu comme intrusif, il suppose dans l'entreprise un recadrage immédiat. Ça permet d'éviter l'installation des phénomènes de harcèlement. Au niveau scolaire, c'est le même mécanisme, éviter que les enfants... Alors on n'est pas en train de dire qu'il faut une école du bien-être continu, dans laquelle il n'y aurait aucune secousse émotionnelle. Ça, ce serait évidemment pas une école, ce serait une école hors la vie. Les enfants, quand ils rentrent à l'école, vont être tristes, vont être en colère, vont avoir peur, vont vivre toutes les émotions. Simplement, ce qu'une école doit faire, c'est mettre en place des dispositifs qui évitent que les élèves se posent de mauvaises questions en fonction des secousses émotionnelles qu'ils reçoivent. Et surtout, éviter de transformer ces états d'âme en sentiments. Qu'un enfant, en gros, ait peur de temps en temps, c'est normal. Qu'il s'inquiète, ça c'est déjà plus problématique en se posant les mêmes mauvaises questions. Qu'est-ce qui va m'arriver? Pourquoi est-ce que c'est à moi qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on m'envoie chez le psychologue? Parce que mon estime de moi-même s'est détériorée suite au harcèlement, par exemple. Là, ça va nourrir l'état d'âme de l'enfant. Ça suppose déjà une première réaction. Et l'idée qu'un enfant soit terrorisé, ou qu'un élève soit terrorisé, c'est-à-dire un sentiment qui perçoit, qui conditionne toute votre vision du monde. Ça, c'est proprement inacceptable. C'est ce qu'il faut toujours comprendre quand on analyse un phénomène humain. Émotion, état d'âme, sentiment. On l'a vu de manière spectaculaire pour le comprendre avec les attentats terroristes. On a vu des t-shirts complètement idiots apparaître, même pas peur. Ça ne voulait rien dire. Si des bombes explosent dans votre environnement, si vous n'avez pas peur, c'est même pas que vous n'êtes pas humain, c'est que vous n'êtes pas vivant. Tout le monde a peur quand sa vie est menacée, c'est tout à fait légitime et une émotion se dit, ne se conteste pas et ne se contredit pas. Si maintenant, vous aviez eu des t-shirts même pas inquiets, ça suppose que vous n'êtes pas en mesure de vous poser des questions dans un monde dans lequel les bombes peuvent exploser partout. Ça suppose que vous n'avez pas de cortex et donc que vous n'avez pas d'intelligence. Ce serait aussi été un vrai souci. Par contre, j'aurais voulu voir apparaître des t-shirts qui disent même pas terrorisé. C'est-à-dire que tout ça ne s'est pas transformé dans un sentiment qui m'a rendu incapable de vivre parce que impuissant dans un monde dans lequel je me fais une vision du monde qui me rend incapable d'y vivre. C'est ça le principe, c'est empêcher que des secousses émotionnelles trop répétées ne m'amènent à me poser de mauvaises questions, puis ces questions s'installant dans la durée conditionnent toute ma vision du monde. C'est pour ça que tous les dispositifs humains, que ce soit les écoles ou les entreprises, doivent avoir des dispositifs qui permettent d'éviter que les personnes affaiblies par des secousses émotionnelles se posent de mauvaises questions et suite à ces mauvaises questions finissent par se mettre en situation de concevoir que le monde leur est invivable ou leur est devenu invivable. Et justement, quels sont les dispositifs?
Alors les dispositifs, ce sont des dispositifs qui toujours vont libérer la parole, ça on l'entend beaucoup pour le moment, mais ça n'a pas beaucoup de sens de libérer une parole que vous ne protégez pas. Donc le principe, c'est d'avoir des dispositifs qui vont protéger votre prise de parole, et notamment cette prise de parole par rapport à l'émotion. Une émotion se dit, ne se contredit pas. Quand on a mis en place ce qu'on appelle les espaces de parole régulés dans les écoles, on a constaté effectivement eh bien, que les enfants avaient besoin de répondre à cette question, non pas qu'est-ce que tu penses de ce que tu vis, mais qu'est-ce que tu ressens, et surtout d'être protégé vis-à-vis des 5 émotions qu'on vit tous, joie, colère, peur, tristesse, dégoût. Ce sont des émotions universelles, hein. Un dessin animé qui l'explique très très bien, c'est vice-versa. Moi je le conseille à tous les parents, à tous les enseignants, à tous les éducateurs et aux enfants pour comprendre comment fonctionne un cerveau humain, c'est-à-dire nécessairement les 5 émotions. Si je vous dis qu'une émotion se dit, ne se contredit pas, inévitablement, on va imaginer qu'un enfant explique qu'il est triste parce qu'on se moque de lui. On va automatiquement protéger cette émotion. C'est-à-dire que si quelqu'un essaye de dire « c'est pas de la moquerie, c'est de l'humour », on va dire « non, non, c'est lui, son émotion, tu ne peux pas y toucher ». Et son émotion, personne n'a à la contester, ni dans le type d'émotion qu'il véhicule, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire à quelqu'un « tu n'as pas à être triste », ni non plus dans l'intensité, tu n'as pas à être aussi triste que ça. C'est ce qu'on fait très facilement avec les gens, notamment les gens qu'on aime bien, qui nous sont proches. Si quelqu'un qui vous est proche vous dit qu'il est triste, dans les 30 secondes, vous lui aurez suggéré d'essayer d'être moins triste parce qu'il n'a pas tant de raisons de ça d'être triste, et il y a aussi beaucoup de raisons d'être content, simplement parce que vous allez craindre la contagion émotionnelle. Si vous êtes dans un espace professionnel, le professionnel, lui, ne va pas craindre cette contagion émotionnelle. Il va dire « vous êtes triste, vous avez vos raisons d'être triste, donc vous avez bien raison d'être triste. Dites-moi pourquoi vous êtes triste. » C'est le premier élément qu'on fait. On le fait dans le cadre des espaces de parole régulés au sein de l'école. On le fait dans le cadre de dispositifs au sein de l'entreprise, dans lequel on protège l'émotion de la personne qui signale simplement qu'elle vit une émotion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on laisse la personne s'exprimer au sujet de son émotion. C'est le système des bâtons de parole. C'est-à-dire que si vous êtes triste, vous expliquez que vous êtes triste, personne ne pourra vous interrompre. Ça va permettre de générer ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Si vous voulez voir comment ça fonctionne, vous tapez Keaton. C'est un petit garçon américain qui explique le harcèlement qu'il a vécu. Et sa maman a une fulgurance, c'est-à-dire qu'elle le filme et elle ne l'interrompt pas, si ce n'est pour poser des questions de relance. Et cet enfant explique le harcèlement qu'il est en train de vivre. Vous allez voir, le petit film dure 6 minutes. C'est impossible de ne pas avoir les larmes aux yeux. On a tout de suite de ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Et c'est ce qui se produit dans les groupes. Lorsqu'un enfant explique qu'il est en colère, qu'il est triste, qu'il a peur, que cette émotion est protégée, lorsqu'on protège sa prise de parole en empêchant les autres de l'interrompre, on va constater à ce moment-là qu'il y aura une contagion émotionnelle qui va se manifester. La troisième règle sera de dire... On ne nomme pas, on n'accuse pas, on ne désigne pas. Le but ne va pas être de faire des procès. Le harcelé n'en a ni la force ni l'envie. Et surtout, ça va permettre d'activer la 4e règle, qui suppose que l'adulte, l'enseignant notamment dans le cas le plus fréquent, ne propose lui-même aucune solution, mais demande au groupe qu'est-ce qu'on peut faire pour celui qui est en difficulté. Et là, on va voir qu'effectivement, l'intelligence émotionnelle va stimuler l'intelligence collective avec des prises de position qui vont permettre de soutenir celui qui est en difficulté émotionnelle. Quand on met ça en place, et quand on le met en suivant la 5e règle, c'est-à-dire régulièrement, de manière stable et de manière solide en place, on évite à toutes les situations de harcèlement de s'installer et de se mettre en place, parce qu'on renforce la prise de parole de celui qui est en difficulté. Mais il n'y a pas des gens qui sont harceleurs par vocation? Alors, il n'y a pas de pervers harceleurs, ou très peu. Enfin, moi, je n'en ai pas rencontré, en tout cas. Il y a des gens qui sont mis en situation d'être harceleurs. C'est d'ailleurs... ils vont bloquer, eux, leur mécanisme empathique, très souvent. Si vous voulez, à un moment donné, pouvoir obtenir une position de dominant, par exemple, en vous moquant de tout le monde, et certains humoristes sont forcés, à un moment donné, par le groupe, à tous les niveaux, que ce soit dans les classes ou même dans l'univers médiatique, sont tenus de constamment tenir leur rang en massacrant à tour de bras autour d'eux tous ceux qui les entourent. Il faut savoir que c'est épuisant. Les harceleurs, en fin d'année, sont lessivés, ils n'en peuvent plus, parce que c'est comme les grands singes. Si vous analysez les selles des grands singes, vous verrez que les dominants vivent plus de stress parfois que les dominés. C'est pour ça que permettre de générer du vivre ensemble, en permettant aux harceleurs de sortir de cette situation, c'est aussi leur rendre service, notamment
pas parce que, pour éviter qu'ils ne souffrent, mais parce qu'on sait que c'est pour eux que l'avenir est le plus sombre. Si vous prenez un harceleur, vous envisagez sa trajectoire ultérieure, c'est le harceleur qui a la trajectoire la plus sombre en perspective, à la fois sur le plan professionnel et sur le plan personnel, ce qui fait que si vous êtes le parent d'un harceleur, vous avez plus de raisons de vous inquiéter que si vous êtes le parent d'un harcelé. Donc tout le monde a à gagner à créer ce qu'on appelle pompeusement du vivre ensemble, que je préfère appeler de la convivence, parce que le vivre ensemble donne l'impression qu'il y a une formule magique qui ferait que ça se fait tout seul. La convivence est une construction qui suppose des outils, qui suppose des techniques. Ce sont les outils et les techniques qu'on diffuse dans les écoles et actuellement aussi dans le monde de l'entreprise. Bruno Hünbeek, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici et je vous dis à très bientôt.